Pendant 9 jours, je ne me sentais pas bien et les gens autour de moi l'ont remarqué. Larry, tu dois voir un médecin. J'avais du mal à respirer. Je pensais pouvoir méditer là-dessus et trouver une solution. Mais ouais, au neuvième jour, je ne pouvais vraiment plus bouger. Je ne pouvais pas respirer. Ma quoi? Celle que j'appelle ma sœur, ma chère, très chère amie, ma sœur, a appelé l'ambulance. Et à partir de là, c'est un peu flou. Je me souviens d'être monté dans l'ambulance. Je me souviens de l'oxygène. Je me souviens avoir pensé, oh, à la manière dont ils agissent. Ils détectent quelque chose ici. Mais je me disais, d'accord. Arrivé à l'hôpital, et j'ai presque été envoyé en soins intensifs. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Larry et Banks. Comment ça va, Larry? D'accord. Et c'est un plaisir de vous rencontrer, enfin de vous rencontrer, Alex. Je vais bien, je vais bien. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission, mon ami. Vous avez eu un parcours extraordinaire que vous allez partager avec nous aujourd'hui et je vous suis vraiment reconnaissant d'être là pour nous en parler. Alors, ma première question pour vous, mon ami, c'est à quoi ressemblait votre vie avant votre expérience de mort imminente? J'ai toujours pratiqué une forme de méditation. Je suis de nature sensible, mais je suis chanteur et auteur-compositeur, donc la musique occupe une grande place dans ma vie. Donc je suppose qu'en tant que créatif, on a tendance à mener une vie créative. Donc je dirais, un peu ancré grâce à la méditation, une vie régulière, une bonne famille. Une bonne famille, je m'entends très bien avec ma famille. Je pense sincèrement que mes parents ont fait du bon travail avec nous, malgré les difficultés auxquelles ils ont dû faire face. Ils se sont vraiment donnés à fond. Mais oui, je peux dire que j'ai reçu une éducation assez solide et que j'ai mené une vie intéressante, vue à travers les yeux d'un garçon qui était au départ assez timide et qui est devenu progressivement plus ordinaire avec le temps. Étiez-vous religieux ou spirituel? Très religieux ou spirituel auparavant? Mes chers parents de Jamaïque, donc vous pouvez imaginer. Et je suis arrivé au Royaume-Uni au milieu des années 50. Et oui, aller à l'église tous les dimanches était obligatoire, que vous le vouliez ou non. Mais je vais être honnête, j'ai trouvé une joie dans la partie chant de l'église. Mais j'étais toujours déconcerté par, disons, la prédication. Et cela ne me parlait pas entièrement. Donc, je ne dirais pas que je suis religieux à proprement parler, je suis très spirituel. Mais évidemment, quand on est plus jeune, on ne sait pas vraiment ce qu'on est. On tâtonne juste, mais il y avait toujours quelque chose. Sans vouloir manquer de respect aux croyances des autres, mais je sentais que certains enseignements ne me touchaient pas vraiment. Par contre, la partie chantée, là, j'étais totalement conquis. C'est très bien. Alors, décrivez votre expérience de mort imminente. Qu'a-t-elle précédé? Je suis sorti de l'hôpital. Ça va faire 8 mois maintenant. Oh, c'est effectivement assez récent. C'est assez récent. Je suis en train de m'adapter. Si vous pouviez être patient avec moi, car toutes ces expériences sont nouvelles. C'est vraiment intéressant. Je prends des notes à ce sujet depuis que je suis hospitalisé, mais je suis toujours en train de digérer beaucoup de choses depuis ma sortie et je fais face à des défis physiques qui ne sont pas visibles. Mais oui, c'était bien l'année, parce que j'ai été hospitalisé pendant 11 mois. Je tente simplement de me souvenir de l'année exacte. C'était en 23. Donc, cela remonte à novembre 2021. J'ai contracté ce qu'ils ont décrit comme une pneumonie liée au Covid. Grave, mais c'était vraiment grave. Là, pendant 9 jours de malaise avant cela, je ne me sentais pas bien du tout. Les gens autour de moi l'ont remarqué. Larry, tu dois consulter un médecin. J'avais des difficultés à respirer. Je pensais que je pourrais méditer sur la situation et trouver une solution. Mais oui, au neuvième jour, je ne pouvais plus bouger du tout. Je n'arrivais même pas à respirer. Celle que je considère comme ma sœur, ma très chère amie, ma sœur de cœur, a immédiatement appelé une ambulance. Et dès lors, un peu flou, je me souviens d'être monté dans l'ambulance. Je me souviens de l'oxygène. Je me souviens avoir pensé, oh, à leur comportement, ils ont détecté quelque chose. Mais je me disais, bon, arrivé à l'hôpital. Et j'ai été presque immédiatement conduit en soins intensifs. Oui, j'ai passé une nuit dans le service et ensuite le matin. En réa, c'est ce que j'ai entendu. D'accord, parce qu'on m'a plongé dans un coma. J'ai été dans le coma pendant 3 mois, mais ce que j'ai entendu, c'est 3 jours. Et je ne me souviens pas de l'avoir fait, mais apparemment, j'ai envoyé un message à mon frère, celle que j'appelle ma sœur, et à ma meilleure amie, Marina.
Et moi, je leur ai dit: «Oh, on va me plonger dans un coma artificiel pour 3 jours, on se voit de l'autre côté», quelque chose dans ce genre, ce qui s'est ensuite transformé en 3 mois. Et c'est précisément à cet instant que j'ai commencé à ressentir beaucoup de ce que j'ai consigné par écrit. Alors, procède ainsi. J'étais en quelque sorte dans le coma, désolé, 3 mois aux soins intensifs. Donc, vous entrez à l'hôpital, vous tombez en quelque sorte dans le coma et on vous y maintient artificiellement. En gros, oui, c'est un coma provoqué. Il a été provoqué car c'était très grave. Beaucoup de liquide dans mes poumons et des poumons endurcis. Et ce qui m'a littéralement sauvé la vie, c'est un appareil que beaucoup ignorent, une machine ECMO. C'est une technologie extraordinaire. J'ai encore les cicatrices ici, sur mon cou, là où ils ont branché la machine. Elle prélève le sang, l'enrichit en oxygène et puis le réintroduit dans l'organisme. Oui, c'est bien ça. D'accord. Parce que vous n'arriviez tout simplement pas à oxygéner votre sang. Donc, à ce moment-là, cette machine était la seule chose qui oxygénait votre sang. Alors, vous entrez dans le coma et quelle est la première chose dont vous vous souvenez? Quel est le premier élément de cette expérience? D'accord. Je me souviens juste, on me dit par télépathie, c'est un test d'endurance. Tu dois retrouver ton chemin vers la Terre. C'est la première chose que j'ai entendue. Homme de fer, un homme de fer, un homme de fer spirituel. Compris, en quelque sorte. Et puis, c'était comme un éternel recommencement à partir de là, parce que je me réveillais sans cesse dans cette pièce avec d'autres personnes, comme dans une répétition. Et je me réveillais sans arrêt dans cette pièce, à répéter. Et ce premier test était un test mental. Je devais comprendre comment j'étais arrivé dans cette pièce. Mais je me souviens qu'à chaque réveil, mes premières sensations ou pensées étaient juste de vouloir me réveiller dans mon appartement. Et puis ça m'est revenu. Je suis venu ici pour une audition, c'est ça. Et c'était bien ça. Et ensuite, je suis passé directement à un autre test parce que j'avais tant d'expérience. Et je me souviens bien que le deuxième test était davantage une épreuve de force physique avec des poids à manipuler et je devais déplacer ces poids d'un endroit à un autre sur ces planches. Mais au début, bah, j'avais l'impression de ne pas en être capable. Et je pense que c'est là que j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose avec moi physiquement, que je n'avais pas cette force nécessaire. Et de plus, ma force physique n'est pas ce que j'utilise habituellement dans la vie de tous les jours. Enfin bref. Alors, j'ai eu du mal à accepter l'idée de déplacer ces poids, ce qui est devenu quelque peu préoccupant. Et puis, télépathiquement, on m'a dit que dans une vie, dans une autre vie, j'étais l'homme le plus fort du monde. Et cette idée m'est venue. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que selon mes guides me donnant des informations, je passais des tests, mais l'information concernait le fait de se souvenir. Me souvenir de qui je suis vraiment et de qui nous sommes vraiment, ainsi que de la magie qui réside en nous, car cela commence à se manifester. Avec toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai été constamment guidé, donc soumis à des épreuves qui étaient des tests d'humiliation, des tests de torture et aussi des situations vraiment agréables. Mais je commence peu à peu à comprendre. Je vivais réellement un grand nombre de mes peurs dans d'autres dimensions, étant envoyé dans ces situations et les expérimentant, parce que on m'a dit bah, qu'une partie de moi-même existe quelque part ailleurs. Alors, je plongeais en quelque sorte dedans. Alors, vous traversiez en quelque sorte un parcours d'obstacles, pour ainsi dire, à franchir, vivre. Et pour eux, cela représente une façon de vivre toute cette expérience de manière ultra rapide et intensifiée. Extrêmement rapide, en effet. Oh, oui, c'est vrai. Il se pourrait qu'il faille plusieurs vies pour vivre toutes les expériences que tu as traversées. C'est réellement fascinant. Je n'avais jamais entendu parler d'une expérience de mort imminente aussi singulière. Donc oui, j'ai peut-être entendu parler une ou deux fois de choses un peu similaires, mais jamais rien qui ne ressemble à ce que tu as vécu. Endurance, tu représentes l'incarnation d'une sorte de Iron Man spirituel. Il se passait tellement de choses. C'est une expérience intense. C'est vraiment difficile à traverser parce que chaque situation a son histoire, son contexte. C'est pourquoi, même à ma sortie du coma, j'ai presque immédiatement commencé à écrire dès que j'ai pu bouger, parce que je ne pouvais ni bouger ni parler. Mais même cela est appelé le test de Dieu.
où j'ai été mis à l'épreuve. J'essaye juste de me plonger dans ce souvenir, en fait, où j'ai été mis à l'épreuve, où certaines questions m'étaient posées. Lorsque j'ai terminé de répondre à la question, il fallait que je dise un, 2, 3, Dieu. Immédiatement, c'était comme répondez un, 2, 3, Dieu. Et après, quoi d'autre? Ils évoquaient des êtres de fréquence inférieure qui étaient en interaction avec moi. Ils tentaient de me faire prononcer le mot morue. Je suis conscient que cela paraît un peu étrange, mais c'était bien cela. Ainsi, si je devais énoncer rapidement un, 2, 3, Dieu, mais qu'à la place je prononçais un, 2, 3, morue, cela m'emmènerait alors dans un univers différent, où ils vivent et être davantage en accord avec leur système de croyance, disons. Mais je me souviens surtout de devoir être très concentré et vraiment focalisé sur le mot Dieu, parce qu'il posait cette question. Et cela amenait mon esprit à s'immerger dans la question, à approfondir la question. Donc je devais réfléchir davantage à trouver une réponse, et puis immédiatement, tu dis un, 2, 3, Dieu. Et ils ont beaucoup joué à ça avec moi au début. Je tenais simplement à le mentionner parce que il y avait de nombreux défis à relever, et celui-ci en particulier est simplement ressurgi dans ma mémoire. C'est pourquoi je l'ai noté. Je suis vraiment désolé. Vous êtes confronté à tant de défis. À quel moment, d'une certaine manière, que se passe-t-il après avoir surmonté cette épreuve? C'est comme une épreuve après l'autre, expérience après expérience, parce que on me montrait en quelque sorte ce qui était considéré comme la cinquième dimension. euh, et j'ai vécu une expérience là-bas qui ressemblait beaucoup à la vie sur Terre, mais on m'a laissé entendre que je pourrais y être très utile. Il y a beaucoup de développement en cours là-bas. Ce que je pourrais apporter là-bas avec la personne que je suis pourrait m'être très bénéfique, car c'était en quelque sorte une proposition de l'endroit où je pourrais aller. Où j'irais, cela dépendrait simplement de mes performances et de ma capacité à vraiment me surpasser. Que je commence tout juste à comprendre. Plus je vis avec, plus je fais l'expérience, me préparer réellement au travail que je commence à entreprendre maintenant, car il implique de nombreuses œuvres caritatives et diverses activités en général. Cependant, je prends conscience que lorsque j'ai émergé pour la première fois du coma, la tentative de donner un sens à tout cela était extrêmement intense. Cela peut parfois l'être encore pour moi, mais écrire à ce sujet a été cathartique. Je me suis mise à écrire parce que je recevais des intuitions et tout suggérait que je devais le faire. Rédiger les expériences, mais également me disant pourquoi. Donc j'ai même inclus ces moments de gaieté dans mon livre, je crois qu'on appelle ça de l'écriture automatique, où des guides à moi suggéraient cela et d'une certaine manière faisaient le lien pour moi, car il y a simplement trop d'informations, beaucoup d'informations. Là, oui, Permettez-moi de vous poser cette question cependant. Tout au long de ce processus, aviez-vous des guides à vos côtés ou était-ce simplement une forme de communication télépathique? il y avait une abondance de télépathie, des voix entendues. Ma mère est apparue devant moi, je viens de vous le dire, et que Dieu la bénisse, elle nous a récemment quittés, mais elle était présente avec moi. Et pendant mon séjour à l'hôpital, elle est apparue souvent. Elle le faisait sans le savoir quand je le lui ai mentionné. Quand je suis sorti du coma et que nous avons discuté, elle s'immergeait en quelque sorte avec moi dans les réalités diverses pour m'aider à revenir à moi. Ainsi, ma mère a joué un rôle prépondérant dans la façon dont je retrouvais la réalité. Je vais accélérer un peu le récit car il y a tant de détails à partager, mais dans tous les scénarios et situations, dans les divers domaines et expériences que j'ai traversés. Ma mère se manifestait parce qu'il existait des créatures que l'on nommait des êtres à basse énergie, qui se caractérisaient par leurs traits insistants pour que je me joigne à eux, leur royaume, pour en faire partie. Dans ces dimensions précises, celles qu'on me faisait voir, plus je pouvais élever ma fréquence vers une dimension supérieure, ils ne pourraient pas m'atteindre. Mais au début, lorsque je suis tombé dans le coma et les premières expériences, j'étais en quelque sorte très vulnérable, disons en flottement, en essayant de trouver mon chemin dans ce qui se passait et de le comprendre. C'est presque comme si ces êtres se disaient, oh, voilà ce nouveau. Peu importe comment ils veulent qualifier ce que je suis,
une conscience où ici est tentant de me rejoindre et il me torturait sans relâche. J'ai connu des moments où j'étais soumis à la torture et humiliation, épreuve. Et ensuite, ce que j'ai fini par découvrir, c'est que parce que je sautais, je dirais que je sautais. Voyageant à travers différents royaumes et essayant d'atteindre des niveaux supérieurs pour finalement leur échapper, car ils me suivaient dans différentes dimensions, dans différents royaumes, réussissant à me trouver, presque à me chasser. Et pour chaque fréquence à laquelle je montais, ce que j'ai réussi à faire. Mais ensuite, quand j'étais dans cette chambre de torture, disons, et que j'étais sur cette table, le chef des êtres a quitté cette pièce, cet espace où nous étions, et les autres restaient là. Je les ai entendus parler à la dérobée, en train de parler. En gros, ils avaient véritablement besoin de la lumière que je pouvais leur fournir. Ils avaient légèrement dérapé et désiraient élever leur fréquence, mais ils avaient besoin d'être de lumière. C'est ce qu'ils disaient. L'énergie et la fréquence avec lesquelles travailler. Et c'est parce que c'était un signe qui me montrait la compassion qui transparaissait, même à travers les états les plus sombres. Il y a toujours une forme d'amour que j'ai appris être l'amour divin dont nous faisons partie. On me l'a dit plus tard, mais l'accumulation de tout cela, je me suis juste retrouvé dans ces situations qui me semblaient au départ tout à fait insupportables. Alors, s'ils sont quelque peu révélés leur Dieu indécent, c'est parce que nous voulons sa lumière et en montrant ce côté compatissant. Le chef de cette est arrivé était vraiment en colère. Genre, ce n'est pas ouvert à la discussion, surtout pas devant moi. Et toute cette histoire est devenue vraiment violente et m'a encore plus torturé. Mais ce que cela m'a apporté, aussi étrange que cela puisse paraître, parce que j'ai eu le temps de vraiment approfondir la question. Mais je comprenais ça. On me montrait constamment que dans nos peurs les plus profondes, il y a un espoir. Il y a de l'espoir dans tout cela. Si on cherche, si on creuse vraiment, il y a toujours une lumière, toujours. Même quand on se sent désespéré, il y a toujours de l'espoir. Et je peux le dire maintenant. J'ai en quelque sorte dit cela quand j'ai commencé à en parler à l'époque où tout est sorti. Je racontais les choses telles qu'elles étaient, ce qui s'était passé, et c'était ainsi. C'était la réalité. Il y avait de bons moments ou non. Mais maintenant, j'ai adouci le ton après des échanges avec des guides. Ils m'ont, d'une certaine manière, encouragé à poursuivre. Une expérience incroyable que j'ai vécue pendant la période de mon coma. Or, on m'a envoyé 3 paires d'ailes, des ailes d'ange, à 3 occasions différentes. Et c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à comprendre, alors que physiquement, je ne pouvais pas bouger parce que je flottais dans des dimensions. Mais j'ai aussi pris conscience. J'avais une perception de l'hôpital et de certaines choses qui s'y passaient, ce qui m'a été confirmé plus tard après mon réveil du coma par des choses qui avaient été dites et que j'ai dites. Et ils sont dites, en fait, j'ai eu ces moments-là. La première fois que les ailes sont venues à moi, elles sont apparues près de la fenêtre, à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital. Et j'ai entendu télépathiquement que tout ce que j'avais à faire, c'était simplement d'ouvrir les bras, ce qui suggérerait que je suis prête à recevoir, à passer de l'autre côté, car c'était franchir le seuil et je n'ai pas pu. Et cela me frustrait tellement parce que je n'étais pas tout à fait sûr pourquoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas physiquement. Et c'est pourquoi je faisais le lien, donc je n'ai pas pu. Et il y a eu 2 autres tentatives. Il y a eu une tentative, la troisième fois, où j'ai entendu et il suggérait quand je dis qu'il. C'est télépathique, comme si mes guides me parlaient. Il existe une voix à l'intérieur de la voix. Et ils avançaient l'idée que s'ils envoyaient quelqu'un pour moi, si je pouvais simplement m'accrocher au dos de la personne, elle pourrait en gros me faire traverser et j'acceptais cette situation, car à ce moment précis, avec l'ensemble des expériences accumulées, il y avait tellement à évoquer. Je voulais vraiment passer de l'autre côté. J'étais tout à fait prêt, ce que j'ai finalement fait, mais je n'ai pas réussi non plus. Par conséquent, j'ai aussi ressenti beaucoup de frustration. Alors, en revisitant chacun de ces événements, on pourrait vraiment penser que tu as vécu une multitude d'expériences presque sans fin durant ces 3 mois. À quel moment précis? Comment cela s'est-il terminé? As-tu continué ensuite? Tous les tests réussis? Tu es là, manifestement. Où es-tu donc allé?
Il y avait de nombreuses situations. J'ai finalement traversé grâce à une lumière qui est apparue et j'ai dû me connecter à la lumière car je gisais là et j'ai traversé de cette manière. Et puis, on m'a montré la moitié de ma rétrospective de vie. C'était vraiment intéressant car ils m'ont montré une image de moi quand j'étais plus jeune. Je devais avoir 8 ans à peu près et je portais un chapeau de sorcier de couleur violette, un chapeau de sorcier que mon père m'avait offert et il me rappelait la magie qui était en moi, cette magie qui est présente en chacun de nous. Et il est essentiel que nous puisions toujours dans cette magie et que nous nous en souvenions. Ils m'ont révélé un scénario qui démontrait clairement l'impact de nos actions sur les autres. L'exemple qu'ils m'ont montré impliquait un jeune homme qui vivait dans la même rue que moi à l'époque où j'étais enfant. J'avais probablement 12 ans, peut-être 11 ou 12 ans. Un jour, il était venu frapper à la porte de ma maison pour demander quelque chose. Et j'ai ouvert une porte et la part méchante de moi-même, parce qu'il allait poser son pied sur la marche, le perron, et j'ai comme donné un petit coup pour suggérer qu'il ne pouvait pas entrer, pour une raison quelconque. Il ne m'avait rien fait de particulier. Peut-être que quelqu'un avait été méchant avec moi et je reproduisais cela. Je ne sais pas, mais je l'ai fait. Et ensuite, j'ai dû observer comment cela l'a affecté, ce que cela lui a fait. Maintenant, cela n'a pas ruiné sa vie, mais ça l'a fait se sentir indésirable. Et moi, j'ai dû en être témoin et le reconnaître et le ressentir et savoir ce que nos actions, comment nos actions, même les plus simples, peuvent affecter autrui. Donc, on me l'a montré clairement. Et ils se sont lancés dans bien des choses là-dessus, ce qui était très intense. Si vous avez une tête, mais c'était beaucoup parce que je me souviens juste que je me disais, c'est beaucoup, parce que c'était beaucoup d'informations. Lorsque vous faites une rétrospective de votre vie, y a-t-il quelqu'un à vos côtés? Ouais. Alors, on m'a fait venir ici. Dans la pièce, il y avait 2 types et ce qui semblait être une quantité impressionnante de papier, du moins au début, mais je ne suis pas certain de la nature exacte de ces papiers. Je ne sais pas pourquoi il y avait autant de papiers, mais il y en avait partout. Puis, j'ai commencé à voir comme si une histoire se déroulait presque comme un film devant mes yeux. Donc l'histoire a commencé ainsi et je pense que c'est pour cette raison que j'ai eu l'impression qu'il y en avait tant, parce que je voyais défiler des informations sur ma vie, et je me disais, c'est vraiment beaucoup. C'était comme, waouh. Ensuite, j'ai observé certaines choses se produire. Mais qui étaient les 2 autres personnes dans la pièce? Ils ne me disaient rien. Ils ne me disaient rien. C'était juste envoyé pour faire le travail. Ils savaient pour moi. Ça ne me disait rien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que c'était leur travail. C'était comme si c'était leur travail, la tâche qu'on leur avait confiée, car ils ne m'étaient pas familiers du tout et je n'ai pas ressenti de leur part beaucoup de compassion face à mon désarroi. C'était comme si, voilà, c'était la seule chose à faire. Mais je ne me suis pas senti jugé. Il n'était pas question de jugement. Puis on m'a dit qu'il n'y avait pas de jugement. C'est une autre situation. Il n'y a pas de jugement. C'est quelque chose que nous avons créé, cette idée de se juger les uns les autres. Donc, sur le moment, je ne me suis pas senti jugé, mais je devais juste gérer la situation, l'examiner et la comprendre. Et il y avait des moments où c'était comme, d'accord, si j'avais fait ça, le résultat aurait été différent. Parce que faisait référence au film Pile and Face, cette vie parallèle, il mentionnait cela, comment les choses peuvent apparaître quand nous faisons des choix différents. Mais ce qu'ils essayaient de me faire comprendre, c'est que si nous pouvons être honnêtes, comme vraiment honnêtes avec notre vérité et la dire, le résultat est complètement différent. Ce n'est pas comme si votre existence part totalement en vrille, vous déviant de votre chemin. L'équilibre réel de ce que votre cœur désire. Nous voici donc. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas dans ma vie et tout le reste? Mais si vous vérifiez, vous n'êtes pas toujours tout à fait honnête. Et la suggestion est, si nous pouvons être honnêtes, nous vivons en suivant ce que notre cœur désire, et cette idée résonnait en moi. Cela m'a touché parce qu'ils ont également utilisé un exemple concret, comme celui de quelqu'un qui exagère en allongeant inutilement une tâche. Par exemple, si vous accomplissez quelque chose en 5 jours et que vous prétendez avoir besoin d'un jour supplémentaire, c'est une exagération. Cela vous éloigne légèrement de la réalité. Était directement lié aux conséquences de mes actions immédiates. Ils insistaient sur la précision de leurs explications,
dans le but de me faire comprendre l'importance de mes choix et requêtes. Dans la vie, ils sont tous là. Et nous sommes venus ici pour pas s'aligner avec ça. Mais les circonstances de la vie nous désynchronisent et nous agissons pas vraiment de manière totalement honnête, point de vue changé à cause de lui. Alors, après votre bilan de vie, où êtes-vous allé ensuite? Oui, la traversée. Ouais, parce qu'il y a trop à raconter dans cette histoire, Alex. C'est vraiment le cas pour moi. Alors, j'ai traversé et on m'a montré un endroit incroyable. Et quand je dis incroyable, je n'ai pas pu entrer pour voir ce que je pouvais observer de l'extérieur. C'était presque comme un mur, mais comme un mur invisible. C'était comme un mur d'énergie, mais je savais qu'il y avait beaucoup d'êtres énergétiques à l'intérieur. Je pouvais le sentir, je pouvais le ressentir, et je pouvais voir des faisceaux de lumière en émaner, et je voulais vraiment rejoindre. Je voulais vraiment y être. On aurait dit que ça allait être la fête la plus incroyable de la planète. Et je ne parle pas d'une fête ordinaire, mais d'une pleine d'amour. Ben je sentais cet amour et ce que je considérerais, ce que je dirais était, on m'a répété deux fois, ce n'est pas encore ton moment, ce n'est pas encore ton heure. Deux fois, ces mots m'ont été adressés. Et tandis qu'on prononçait ces paroles, je me suis retrouvé en train de revenir, de réintégrer mon corps physique et de me débattre avec l'idée d'avoir été témoin de quelque chose de tellement beau et magique que les mots échouent véritablement à décrire. Mais voici ce qui m'a réellement aidé à revenir, précisément au moment où je réintégrais mon corps. On m'a dit ça, utiliser le souffle divin. Et je n'avais jamais entendu cela auparavant. Je ne sais pas si ça existe quelque part, et peut-être que je devrais le rechercher sur Google, je ne sais pas. Mais on m'a dit, utilisez votre souffle divin, parce que j'avais vraiment du mal à revenir. J'entendais toutes les prières qui étaient faites, car beaucoup de gens me soutenaient, même des personnes qui ne me connaissaient pas, parce que j'avais été dans le coma pendant 3 mois et ça continuait. C'était juste une longue épreuve. Et les médecins avaient fait savoir à mon entourage que je n'avais que 10% de chances de survie. J'étais relié à une ECMO, une machine sur laquelle on n'est normalement pas supposé rester plus longtemps que je crois. C'est combien déjà? Je ne dirai pas exactement parce que c'est sur Google. Vous pouvez le chercher. Mais j'ai fait 36 jours de plus que ce qui est, disons, autorisé parce que mon corps en avait besoin. Donc, quand j'arrivais, j'entendais utiliser mon souffle divin et il parlait de cette respiration profonde du ventre qui se trouve au fond de l'estomac. La respiration profonde du ventre, c'est le souffle divin. Et il me le rappelait constamment parce que j'essayais de comprendre c'est quoi ça. Et la panique s'est emparée de l'atmosphère. J'entendais et les médecins m'informaient qu'une multitude d'événements se produisaient au moment où je revenais à moi avec les machines qui s'emballaient et toutes ces urgences, des saignements inopinés, une série de complications. Mais j'ai perçu la respiration divine, celle qui vient des profondeurs du ventre. Et puis, il me montrait et laissait entendre que même plongé dans le sommeil, je n'avais pas à me soucier de respirer. Il y a une respiration qui anime le corps, ayez confiance en cela. Toujours en me donnant des analogies pour que je puisse comprendre. Parce que quand vous entendez parler du gobre, on se demande c'est quoi ça? Où est le livre sur cela? Il me donnait donc constamment des analogies à ce sujet. Je devais donc tout simplement me résigner à la situation telle qu'elle était. J'étais en totale résignation car je ne savais pas où tout cela allait mener. Mais j'ai aussi exprimé la peur d'être handicapé, affirmant que je ne voulais pas revenir dans cet état. Si je devais revenir dans un corps handicapé, je préférais ne pas revenir du tout. Il se passait beaucoup de choses en moi et ils m'ont simplement demandé de me rendre et de faire confiance à mon souffle divin, ce que j'ai finalement fait. Et c'est ainsi que je suis revenu en quelque sorte pleinement dans mon corps qui à ce moment-là ne fonctionnait pas. Alors que vous étiez encore de l'autre côté, vous êtes allé dans ce genre d'endroit incroyable. Avez-vous vu quelqu'un d'autre là-bas ou quelque chose comme d'autres esprits? Des maîtres étaient-ils présents? Eh bien, l'une des expériences les plus merveilleuses que j'ai vécues, et je le dis parce que je parle souvent des aspects plus sombres, des choses qui auraient pu mal tourner, mais il y a eu un moment particulier où j'ai cru apercevoir ce que je considère comme la silhouette de Jésus. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir. J'étais sur ce toit et j'ai eu la chance d'assister à des âmes quittant le plan terrestre et simplement des âmes s'élevant. Puis j'ai regardé à ma droite et j'ai vu ce que j'appelle l'image du Christ, comme un portail et des âmes partant de cette manière.
Donc, genre, vous des âmes dans ce sens. À la fin, lorsque j'ai franchi le seuil et que j'étais avec ce que je considère comme le divin, qui était tout simplement cette omniscience, rien que d'en parler, c'est déjà quelque chose. On pourrait presque s'émouvoir tant c'est un moment magnifique et une sensation unique. Et cela n'était pas des gens physiquement en soi, bah, c'était de la lumière, beaucoup de lumière, mais on savait que c'était des énergies comme une conscience. C'était Cetalax, mais plusieurs d'entre elles au sein de cette, comme je dis, paroi énergétique. Et j'étais de ce côté, j'étais proche et j'ai été guidé vers cela avec comme une présence divine. C'était comme une silhouette divine. Je marchais avec. Il n'y avait personne d'autre qui marchait avec moi. C'était juste moi. Et l'image, mais plus encore une énergie, la silhouette d'une personne marchant vers ce mur d'énergie avec ça. Ouais, c'était donc mon expérience personnelle et je voulais vraiment entrer, mais on m'a dit 2 fois, ce n'est pas votre heure, ce n'est pas encore votre heure. Alors vous êtes comme projeté de retour dans votre corps et vous commencez à ressentir toutes ces merveilleuses choses que nous avons ici-bas, y compris la douleur. Lorsque vous commencez enfin à vous rétablir et à émerger du coma, vous vous trouvez toujours à l'hôpital et vous prenez en charge votre propre convalescence. As-tu commencé à saisir l'ampleur de ce qui s'est produit? Me demandai-je si j'ai rêvé tout cela. Comment as-tu psychologiquement commencé à traiter et à aborder le traitement de cette expérience? Car c'est intense, mon frère. C'est une expérience de mort imminente vraiment intense et il y a beaucoup de discussions à ce sujet. C'est intense, ça, et tu as traversé beaucoup de le bon, le mauvais et tout ce qui était entre les 2. Alors, comment as-tu commencé à traiter tout cela? D'accord. Eh bien, heureusement pour mon bien, j'ai entendu c'est une renaissance. Comme je commençais à le réaliser, on dit que c'est une renaissance. Et il se passait beaucoup de choses. J'étais survolté. Mon corps, je ne pouvais pas bouger. Mais mon esprit était très vif. Je suis revenu avec des informations et Alex, voilà le truc. Et tu sais, quand on vit une expérience si divine, et l'essentiel est de se rappeler qui nous sommes vraiment, l'amour et la lumière divine, c'est tellement puissant. Tu le sais, ce n'est pas ce que tu penses. Tu sais, ça aurait pu être différent, n'est-ce pas? Tu le sais au fond de toi. Oui, la vérité, c'est important. Et il y a une partie de moi qui désire simplement connaître la vérité sans avoir à en discuter, juste la connaître. Parce que parfois, en parlant, on ouvre la porte à de nombreuses questions. Et il n'y a absolument rien de mal à cela. Les gens tentent parfois de le diluer. Il n'y a rien de mal à cela. Mais toi, tu le sais simplement et tu demeures dans cette certitude parce que tu sais ce qui est réellement beau. Quand tu prends conscience que les gens vivent cela tout le temps, tu n'es pas une exception. Tu y vas? D'accord. Donc voici, comme combien de bonnes informations que nous pouvons recevoir et connaître pour nous améliorer, vraiment, et s'ancrer dans cette connaissance en se disant, ouais, il y a suffisamment ici pour que les gens sachent, oui, nous sommes l'amour divin. Et pour se souvenir de cela et savoir que si je ne peux pas toucher, goûter et sentir, il se passe autre chose. Et il est vraiment crucial que nous gardions cela en mémoire. Ainsi, même si les médecins pensaient que c'était un peu farfelu, de même que quelques-uns de mes amis qui étaient autour de moi, parce que je ne cessais d'en parler, je l'écrivais, je ressentais une forte impulsion à écrire et je m'y adonnais. Et dès l'instant où j'ai été capable de bouger, bien que cela ait pris un certain temps, 2, 3 mois, quelque chose comme ça, j'ai été en soins intensifs pendant 5 mois, puis ça m'a pris du temps pour récupérer. Je pense 5 mois, pendant ce temps, j'écrivais et je savais, tout simplement, c'est extraordinaire de sortir d'une telle épreuve quand tout est si frais. C'est sûrement ce que ressentent les bébés. Ils arrivent avec tout ce savoir. Et au moment où ils atteignent un certain âge, ils ont été dans une date. Avec toutes ces informations, je pouvais vraiment le voir. Tu es tellement sensible et tellement vulnérable que tu peux voir combien il est facile pour ton esprit d'être programmé ou comment nous avons pris des informations et commencé à douter de nous-mêmes. Je pouvais le voir parce que je venais d'une situation tellement fraîche, de l'expérience et une compréhension nouvelle aux gens, presque assez pour me convaincre. Es-tu sûr? Oui, le médecin me l'a confirmé. Larry, ce que tu as vécu est tellement traumatisant. Nous pensons, nous suggérons, quand j'ai vu à l'hôpital des vidéos sur le traumatisme, et j'ai dit, traumatisme. J'ai dit, je n'associerai pas ce que j'ai vécu à un traumatisme. C'est une renaissance.
Et ils ont dit: «Tu le vois comme ça?» J'ai dit: «Non, je le pense vraiment, genre, je le sais». Et ça les a décontenancés parce que j'étais suffisamment ancré dans ma propre divinité pour comprendre que c'est là ma véritable essence. Et il est évident que tout le monde ne va pas le voir et tout le monde ne va pas s'y retrouver, mais c'est sûr, Alex, c'est une certitude. Pourquoi pensez-vous que cela vous est arrivé? À cause des expériences de mort imminente. Souvent, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais de nombreuses fois, c'est parce qu'on emprunte le mauvais chemin. Cela sert à nous ébranler légèrement et à nous replacer sur le trajet que nous avions sélectionné pour notre existence. Ainsi, pour vous, il semble que vous ayez enduré bien davantage que les expériences de mort imminente ordinaires, des épreuves que les oreilles n'entendent généralement pas. Pour quelles raisons pensez-vous donc avoir vécu cette expérience particulière? J'ai fini par comprendre que c'était sur mon parcours pour des raisons personnelles. C'est parce que j'avais besoin de simplement me présenter dans la vie, d'arrêter de me cacher derrière des choses, parce que les gens simplement bien. Je me considère comme quelqu'un de bon cœur, disons simplement ça. Et j'ai vraiment pu le constater avec ce que j'ai traversé et la manière dont tant de personnes se sont manifestées, y compris des gens qui ne m'avaient jamais rencontré. C'était donc une bonne référence pour moi pour savoir comment j'ai mené ma vie. Mais je sais que mon point faible, c'est que je ne suis pas présent. J'ai tendance à me cacher derrière des choses et tout ça. Il fallait que je sois présent. Donc, j'ai dû affronter tant de peurs et d'expériences et des choses comme ça pour devenir la meilleure version de moi-même pendant que je suis encore en vie. Vraiment, Alex, parce que j'ai vraiment été des bonnes situations dans cette vie et j'ai tendance, je ne les acceptais pas à cause d'une chose ou d'une autre, une autre histoire liée à ce qu'ils appelleraient ça. Quand j'avais 22 ans, un effondrement que j'ai découvert être mon réveil. Et je souffrais d'une grande anxiété. Et j'avais beaucoup de belles opportunités. Et pendant des années, cela m'a pris des années pour comprendre. Et je n'étais pas présent. Alors en affrontant la plupart de mes plus grandes peurs et des tests d'humiliation et des choses comme ça, on revient d'une manière où on appréciait la vie. On réalisait ses forces. Et maintenant, j'admets mes forces. Les gens qui me connaissent et m'ont rencontré il y a longtemps disent toujours ça. Ils soulignent certains aspects de ma personnalité, mais c'est plutôt une forme de timidité chez moi où je minimise les choses. Et ça me plaît chez moi parce que je n'ai pas besoin de crier les choses sur les toits. Je suis sincèrement, ce genre de personne peut dire cela, mais je peux maintenant honnêtement dire que je suis réellement très à l'aise à me voir moi-même dans des pièces à faire des discours valorisant autrui. Actuellement, je m'investis dans le travail caritatif, ayant initié des actions pour acquérir une machine ECMO, essentielle à la sauvegarde de ma vie à l'hôpital. Je lutte pour cette cause, je m'exprime et agis avec passion. Là où j'aurais pu être passif, je suis maintenant bien plus engagé. Ce qui est intéressant et poétique chez vous, Lyric, c'est que vous êtes novateur. Je crois que vous avez eu l'expérience de mort imminente la plus récente parmi mes invités, ce qui signifie qu'il y a seulement 8 mois que vous l'avez vécu. Ce qui me fascine dans votre récit, c'est votre absence de réticence à vous exprimer publiquement. Vous avez partagé votre expérience avec votre entourage et accepté de donner des interviews. Vous avez vraiment pris les devants rapidement, alors que certains ayant vécu des expériences de mort imminente mettent des décennies. Aujourd'hui, l'information est plus accessible et ces sujets plus acceptés, mais vous, vous avancez vite, mon ami. Qu'est-ce qui vous a incité à agir si vite? Pourquoi choisir d'être public, d'aider autrui, de faire ce que vous faites? Comme je l'ai dit, beaucoup se retiennent pendant des années, juste pour digérer l'expérience. Mais vous, vous avez pu traverser cela assez rapidement. On pourrait dire que, dans un sens, vous avez également vécu une expérience de mort imminente très longue, pendant 3 mois. Alors, peut-être que c'est un traitement que vous avez fait de l'autre côté. Je ne sais pas. Il y a deux choses. Premièrement, j'ai toujours pu recevoir des messages, un don ou appelez-le autrement. Deuxièmement, je n'en fais rien, absolument rien, vraiment rien. Je suis capable de communiquer d'une certaine manière, pas de canalisation, ce n'est pas mon truc. Et je trouve ça magnifique que les gens fassent tout ça. Je trouve ça beau. Juste de l'information, je n'en ai rien fait. Et lors du retour, oh, et ce que je ressens, la vie, de toute évidence, s'est accélérée. Je perçois les choses autour de moi, la vie en général. Tout paraît survenir si rapidement. Les technologies et tout le reste, et tout s'enchaîne. Il ne s'agit même plus de prendre le temps de s'asseoir pour réfléchir, de se demander devrais-je faire ceci ou devrais-je faire cela. Je suis musicien, je crée de la musique, je me suis toujours adonné à la musique.
J'ai bénéficié de formidables opportunités et me voici encore en train de tenter de partager ma musique en ligne et tout cela parce que cela révèle en vérité qui je suis. Donc, si je sais ce que je sais et que mon expérience peut, d'une manière ou d'une autre, élever l'humanité, aider autrui, permettre aux gens de mieux comprendre, je serai un rappel pour simplement me présenter dans mon état divin afin que quelqu'un d'autre puisse se souvenir de sa propre divinité. Tu plaisantes? Est-ce que je dois attendre un an ou deux et tout ça avant? Pas question. Non, je l'ai fait toute ma vie, Alex. J'ai réalisé cela grâce à ma musique. J'ai communiqué sur des expériences personnelles vécues et en restant simplement silencieux à ce sujet, en poursuivant ma vie. Comme je l'ai mentionné, en étant très passif, et ceci n'est pas une plaisanterie. C'est vraiment magnifique de temps en temps de simplement se dire, je veux savoir à quoi ça ressemble, de vraiment, vraiment être présent, avec toutes les peurs que j'ai accumulées au fil des années, les crises de panique, tout cela, juste le fait d'être ici, de parler de ce que je sais et de me sentir à l'aise et stable, c'est un véritable accomplissement pour moi. Je persisterai dans cette voie. De bonnes choses émanent de ma présence, car mes expériences passées m'ont démontré que je suis capable de réussir et que je ne dois jamais me sous-estimer. Et ce n'était pas uniquement pour mon propre bénéfice, c'était pour le bien de nous tous. Nous sommes tous présents ici pour accomplir de grandes choses, même si nous avons tendance à l'oublier de temps à autre. Et cela n'est pas anodin. On m'a dit que chacun d'entre nous a un but dans la vie. N'est-ce pas magnifique de pouvoir vraiment entendre et comprendre? Car certaines personnes, tout comme chacun d'entre nous, sont semblables à ce puzzle. Nous sommes tous une pièce essentielle du grand puzzle de l'existence. N'est-ce pas merveilleux de savoir cela? Alors oui, je me présente et je partage mes histoires d'anxiété, ces tournées que j'ai dû quitter parce que je ne pouvais pas gérer, et cette honte qui m'a empêché d'en parler pendant tant d'années. Mais maintenant, je vais en parler parce que ça aide, et ça m'a aidé d'entendre les histoires des autres. Alors oui, je me montre. Donc non, je n'attendais pas. Désolé Alex, je ne sais pas si je prends trop de temps ici, mais je veux juste dire que je m'investis dans du travail caritatif en ce moment et je suis convaincu que cela va faire une différence significative. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, vraiment. Et si c'est moi qui suis à la recherche d'opportunités, qui saute sur chaque occasion, et si c'est de cette manière que les gens choisissent de l'interpréter, alors qu'il en soit ainsi. Mon cœur est pur, mec, et j'en ai toujours été conscient. Cependant, j'avais peur de le révéler, de dévoiler cette facette de moi-même. Je me suis dissimulé derrière tant de masques. Et je suis prêt à partager ma vérité, selon mon point de vue et mes expériences. Je suis à l'aise pour en parler, ça me convient. Donc, on dirait que ça a été un signal d'alarme, un véritable signal d'alarme. C'était comme si on vous saisissait par les épaules pour vous secouer, pour vous remettre sur le droit chemin. On vous avait donné des dons, on vous avait offert des opportunités et pourtant, vous êtes resté silencieux. Alors cette fois, après ça, maintenant, vous vous dites, je ne vais plus me taire. J'ai été silencieux la majeure partie de ma vie. Je ne peux plus faire ça. Et c'est pour ça que vous vous exprimez comme vous le faites maintenant. C'est magnifique. C'est véritablement magnifique parce que j'ai dit ces mots tant de fois, espérant que quelqu'un écoutant maintenant les entende. Car parfois, c'est Gilles, la vie nous offre des chances et des dons, mais la peur nous empêche d'en profiter. On redoute de se démarquer, d'agir, de prendre des risques. Il faut se souvenir que ces occasions ne dureront pas toujours. Pendant si longtemps jusqu'à ce que tu le fasses, enfin, comprends-le, sinon ça passera à autre chose. Et c'est à ce moment que le regret intervient, et c'est là que la colère surgit parce que tu avais peur de te dévoiler. Moi, je suis aussi un artiste de toujours. Observe-toi scintiller, Alex, que c'est magnifique. Je reconnais cela, mais depuis toujours, je suis artiste, réalisateur et écrivain. Et écoute, mec, cette émission a pris une éternité. Pour accepter de faire cette émission de la manière dont elle est faite maintenant parce que j'avais peur et il fallait que je surmonte cette crainte du jugement des autres et de ce que j'allais faire et tout le reste. Et à l'instant où j'ai simplement dit je suis ouvert, c'est à ce moment-là que ma vie a basculé. Ma vie a complètement changé de manière radicale à cause de cela. Et c'est une leçon que j'apporte dans cette conversation parce que c'est une leçon que beaucoup d'entre nous laissent la peur nous arrêter dans tout, surtout les artistes. Ne me lancez même pas sur le sujet. Je veux dire, j'ai côtoyé des artistes, Alex, dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du cinéma. J'ai parlé aux plus grands et aux meilleurs. Et j'ai parlé à des gens qui débutent tout juste. J'ai eu des relations avec tout ce qui se trouve entre les deux. Et je l'ai juste vu encore et encore. La peur et l'ego nous font obstacle. Je souhaite donc que vous
en particulier et votre merveilleuse émission Next Level Soul, sincèrement, si je suis tout à fait honnête, m'ont réellement aidé à pouvoir faire cela. Parce que, Alice, je vais partager quelque chose avec vous, honnêtement. J'ai dû être courageux pour venir aujourd'hui. Il m'en a fallu énormément, ouais, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Disons simplement, mon ami, que le chemin a été coûteux. Et je suis infiniment heureux de t'avoir rencontré pour tout ce que tu m'as apporté. Continue, je t'écoute. Tu es un esprit exceptionnel, mec. Et il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui reconnaissent ce que tu as accompli. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est que lorsque tu as commencé à partager ton histoire à travers tes interviews, j'ai compris que tu es un cinéaste accompli, ayant réalisé X, Y et Z, et que tu es lié à Untel, ce qui est remarquable. Et je suis heureux que tu aies choisi de partager ton histoire personnelle et que tu n'aies pas uniquement posé des questions sans arrêt. Cela m'a en effet donné la permission de me mettre en avant. Je suis capable de faire cela parce que je m'efforce de le faire et je veux le faire de la meilleure façon possible. Car en réalité, la vérité est que tu es présent pour apporter ton aide. C'est ça, en résumé. C'est ton rôle et c'est ce que je ressens. Je me sens ici pour être utile et je n'arrivais pas à le comprendre parce que j'étais préoccupé par, enfin, est-ce égocentrique? Tu sais, cette lutte avec l'ego que nous avons. C'est ainsi que ça se passe. Et je me disais, c'est bien. Alors, je regarde des personnes comme toi et je me dis, ils nous donnent leur accord. C'est bien. Ses intentions sont sincères et cela apporte de l'aide à tant de gens. C'est bien. Mon cœur est pur. Je le sais. Je suis là pour ça et c'est pour cela que je suis venu. Crois-moi sur parole, Alex. Je vous en suis très reconnaissant, monsieur, quand je fais cela. Même lorsque je raconte mes histoires, je le fais au service du public. Ce n'est pas pour ma jeunesse. On le ressent vraiment. Allez, mec, Je n'ai pas besoin de raconter mes histoires encore et encore. Écoute, il y a ces 1,4 mille épisodes de contenu répartis entre cette émission-ci et l'ensemble de mes autres programmes. Alors, tu vois, j'ai pas ça besoin de le répéter, je suis compétent, mais je le fais quand même. je vous en prie, faites-le pour chaque nouvelle arrivée. Mais je le fais dans l'intention de servir au mieux l'émission et d'aborder le thème dont nous parlons actuellement. Et cela se ressent de cette manière. Je l'apprécie vraiment. Ton intervention a été cruciale car la manière dont tu as exprimé les choses m'a beaucoup aidé. J'ai vite réalisé où j'en étais. Je ne pouvais pas simplement rester à la maison sans rien faire, à me lamenter sur le fait que, d'après les médecins, mes poumons nécessitent 5 années supplémentaires pour se rétablir et que mes sprays sont anesthésiés. Je me suis dit que je ne pouvais pas juste rester là, immobile. Je désirais seguir. Alors, je t'en prie, continue. Sincèrement, mon ami, je te suis très reconnaissante. Magnifique. Je te suis tellement reconnaissant. Tu ne saurais jamais. Je suis vraiment reconnaissant pour ça, mon ami. Alors, écoute, je vais te poser quelques questions. Comme tu le sais, je les pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie pleinement épanouie? Se présenter simplement et avancer dans la vie et ne plus ressentir de peur. C'est cela. Simplement se présenter. Si tu avais l'occasion de retourner dans le passé et de parler au petit Laric, quel conseil lui donnerais-tu? Tu peux le faire. Je continuerai à t'aimer en tant qu'adulte. On est bien. Comment définiriez-vous Dieu? Mais mon idée romantique de Dieu serait comme la nature. Et comment une graine devient une fleur, et la sagesse et l'intelligence qui se manifestent là. C'est ainsi que je verrai Dieu de manière romantique, le comparer à la nature, aux belles parties de la nature. Mais spirituellement, pour moi, la source de tout ce qui est, c'est que nous sommes tous une extension de cela. Et quel est donc le but ultime de cela? La vie, encore une fois, c'est simplement d'être présent, de devenir et de s'étendre. C'est pour l'expansion de la conscience. Oui, Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise de cette expérience? que nous sommes des êtres divins et que nous sommes réellement aimés et que tout ce qui reste n'est que des leçons à apprendre. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous, votre association caritative et le travail que vous réalisez? D'accord. L'initiative caritative que j'ai mise en place s'appelle le projet LARIC ECMO et notre but est de financer rapidement une machine ECMO coûtant 40 000 euros pour un hôpital. C'est une urgence, Alex, parce qu'il n'y a que 4 de ces machines dans toutes les îles Baléares. À mon arrivée à l'hôpital, 6 d'entre nous en avaient besoin, seulement 2 ont pu en avoir. 2 des 4 machines existantes ne sont pas très performantes. Donc voilà. Et il y a un petit enfant que j'ai récemment rencontré par l'intermédiaire de son père, un tout petit bébé, qui a utilisé la machine et qui en aura de nouveaux besoins. C'est ainsi, je ne laisse pas faire un GoFundMe juste pour dire donnez-moi de l'argent pour écrire les livres parce que
j'essaye d'écrire ces livres. Alors, j'ai ma page Bandcamp avec ma musique que j'ai composée, quelques reprises, et les gens peuvent acheter mes chansons, payer ce qu'ils veulent. Cet argent servira à payer mon co-auteur fantôme, car je n'ai jamais écrit de livre, mais je veux écrire celui-ci et le diffuser. Cela financera cela, ainsi que les promotions nécessaires autour. Donc, vous pouvez trouver ma musique et contribuer de cette manière si vous le souhaitez. C'est juste là pour ça. Et oui, Facebook. Et c'est toujours... Et quel est ce site Internet? Vous n'avez pas mentionné le nom du site. C'est quoi le site web? Ah, c'est Bandcamp, donc ça veut dire que Bandcamp.com, Larry Banks, Bandcamp.com, Larry Banks. Et si vous pouviez ajouter un lien, ce serait génial. Je mettrai des liens dans les notes de l'émission pour que tout le monde puisse les consulter. Et as-tu un message d'adieu pour l'auditoire, mon ami? Soyez amour, incarnez la lumière aimante que nous sommes destinés à être et laissez la peur s'apaiser. Voyons vraiment à quoi cela ressemble depuis cette plateforme. Voyons à quoi cela ressemble. Je ne suis pas là pour changer le monde. Je suis juste là pour être autant que possible mon moi aimant et le voir chez les autres. Et voyons à quoi cela ressemble et ce que nous construisons à partir de là. Je vous suis tellement reconnaissant d'être venu à l'émission de partager votre histoire avec le monde entier, ainsi que le courage qu'il faut pour se révéler et se mettre en lumière. Je comprends ce que cela implique. C'est pourquoi je vous suis profondément reconnaissant pour vos actions dans le monde, mon ami. Merci encore une fois. Que votre cœur soit béni. Alex, merci également pour votre temps. Merci infiniment. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.